c'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi ça? Quelqu'un a pas vu le mettre, s'il vous plaît? 3, 4. Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. Salut, c'est Boris. Avec Easy, cette année, on a eu la chance de participer à la 76e édition du Festival de Cannes, grâce au programme 3 jours à Cannes. Dans cet épisode hors série numéro 2, consacré au Festival de Cannes du coup, on va te parler avec Easy des films qu'on a pu découvrir là-bas, jour par jour. Bonne écoute à toi. On commence tout de suite avec le premier jour, à savoir le jeudi 25 mai 2023, où nous avons pu voir près de 5 films avec Easy, à savoir Hopeless, La Passion de Dodin Bouffant, Vers un avenir radieux, L'amour et les forêts et Cobweb. Et donc on commence avec le premier film, Hopeless de Chang Hoon Kim. 왜 그러냐 니네 집 구석 그지새끼들도 아니고 네 아빠 알기라도 하면 그 새끼가 무슨 아빠인데 Alors, Hopeless est un film sud-coréen réalisé par Chang Hoon Kim. Il était présenté à Cannes dans le cadre de la section parallèle Un certain regard. Et c'est donc le premier film que nous avons eu la chance de découvrir. Donc pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle, c'est un mélange entre un drame et un thriller sud-coréen, comme on a l'habitude d'en voir. Ça m'a fait penser un petit peu au travail de Kim Ji-woon ou Park Chan-wook, ou peut-être un peu plus proche du travail de Na Hong-jin, celui qui a fait The Chaser, The Murderer, etc. D'après mon souvenir, ça suit surtout les aventures d'un jeune, je dirais qui a la vingtaine, et qui est un petit peu perdu dans sa vie, il me semble. Il est orphelin, enfin il est dans une famille d'adoption, il vit avec sa belle-sœur, tout ça, son beau-père est hyper violent envers lui. Ça parle pas mal de maltraitance, maltraitance et d'abus conjugal. Mais il est avec sa mère, et sa mère a son copain qui a une fille, et ils vivent tous sous le même toit. Et Oui. Oui, c'est vrai, il est pas mais orphelin. il a sa mère, ouais. Oui, il est avec sa mère, et puis il vit chez son beau-père et avec sa belle-sœur. Non, sa demi-sœur, du coup. Sa demi-sœur, ouais. Bref, et du coup, il a pas la vie facile tous les jours. Et il va se retrouver, bien malgré lui, à fricoter un petit peu avec une bande de voyous, et peut-être à y trouver sa voie, en fait. Ça va être un petit peu son ascension dans le monde du crime. Donc c'est un petit peu cet univers-là qu'on suit. Oui, après, à noter qu'il est extrêmement violent, je trouve, le film. Enfin, il y a beaucoup de scènes assez dures, que ce soit assez gore, ou il y a des scènes un peu de torture. C'est pas non plus un film de torture du tout, mais c'est juste à quelques scènes assez violentes. Et même le ton, ça déconne jamais, c'est vraiment assez violent tout le long, quoi. Donc faut être préparé. Nous, on l'a regardé à 9h du matin, donc c'est vrai que moi, personnellement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est vrai que j'ai été surprise, mais dans le bon côté. Mais après, oui, il est pas simple à regarder non plus, quoi. C'est vrai, comme tu dis, que j'avais pas du tout entendu parler de ce film. Il me faisait pas particulièrement envie. Je m'étais pas renseigné dessus auparavant. Donc j'ai eu une agréable surprise de découvrir le film qu'il était. Pour moi, c'est un véritable uppercut dans la gueule, quoi. Et c'est vrai que dès le matin, tu viens de te lever à peine 1 heure, tu te prends ça dans la gueule, voilà, quoi. C'est particulier. J'ai trouvé que c'était assez intéressant les thèmes que ça développait, que ça soit au niveau de la maltraitance physique, infantile, et cette idée d'une transmission de la violence, que vu que tu es né dans cet univers-là et tu as souffert en tant que victime, tu ne pourras que ensuite presque... Il y a un petit côté tragédie grecque dans le destin du personnage, que son destin est déjà scellé, quoi, et qu'il pourra pas... Il pourra pas s'en échapper, il est obligé de faire ce qu'on lui dit de faire. Enfin, en gros, il a baigné dans la violence, donc il faut qu'il devienne violent et tout. Voilà, et faut souligner que c'est le premier film de son réalisateur. Et voilà, du coup, je connaissais pas du tout ni le réal, ni les acteurs qui y a à l'intérieur. Mais vraiment, très bonne surprise.
Et chapeau, ouais. C'est un de ceux que j'avais préférés. Ça commençait bien ce festival de Cannes avec ce film du coup. On peut passer au deuxième film, à savoir La Passion de Dodin Bouffant, réalisé par Tran Anh Nung. La Passion de Dodin Bouffant est donc un film français réalisé par le franco-vietnamien Tran Anh Nung. Moi je connaissais déjà un petit peu ce réalisateur. J'ai vu un seul film qu'il a fait auparavant. C'est pas un réalisateur qui est très prolifique, puisque son dernier film, du coup celui que j'avais vu, s'appelle Éternité. Il datait de 2016, donc ça fait 7 ans qu'il n'avait pas fait de film. Son film le plus connu apparemment c'est L'odeur de la papaye verte, au début des années 90. Et voilà, c'est un réalisateur qui a fait aussi l'école Louis Lumière, comme Gaspard Noé, c'est comme ça que je le connais. Mais Éternité, j'avais un mauvais souvenir, c'était un film français avec, je crois, plusieurs histoires d'amour qui se mélangeaient à travers les âges. Et j'avais trouvé ça très fleur bleue, très gnangnan, quoi. Et du coup là, il débarque avec ce film La Passion de Dodin Bouffant, adapté d'un roman suisse, où l'on va suivre en fait une histoire de cuisine. On va dire c'est un petit peu du porn food en ASMR. C'est un petit peu Top Chef, mais vraiment très beau. Avec les deux acteurs principaux qui sont Benoît Magimel, qui fait donc Dodin Bouffant, un cuisinier, qui semble vivre reclus chez lui et passe sa journée à faire des bons petits plats. Et sa cuisinière, jouée par Juliette Binoche, et il essaye de courtiser sa cuisinière. Il y a une espèce de jeu de séduction qui s'établit entre les deux. Et voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. À savoir qu'en plus, ce couple d'acteurs était réellement en couple dans la vie. Mais c'était il y a un moment, quoi. Je crois dans les années 2000. Enfin, ils ont eu un enfant ensemble, en tout cas. Et donc, ça faisait genre, je crois, des dizaines d'années qu'ils avaient jamais pas joué ensemble dans un film, quoi. Donc, il y a un petit peu ce truc-là, on dirait. Un espèce de vieux couple qui se reformerait à l'écran. Et il y a une alchimie qui fonctionne bien, je trouve. Toi, quel est ton avis sur ce film-là ? Alors au début, je savais pas, enfin moi je connaissais pas du tout l'histoire ni rien, et ni le réalisateur, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre non plus. Et au début j'étais là, ah ouais ok ça va partir là-dessus, et en fait c'est on dirait un peu un documentaire sur sur une recette quoi, et parce que tu suis vraiment comment ils préparent à bouffer et tout, et je sais plus quand ça se passe, c'est 18e siècle 19e? Je sais pas, c'est pas vraiment daté, mais moi je dirais fin du deuxième moitié du 19e, au vu des tenues et des décors, des outils, ustensiles qu'ils utilisent pour cuisiner. Ouais, je dirais que, je sais pas, on est 1850, entre 1850 et 1900, mais j'en suis pas sûr. Ouais, je pense aussi. Enfin bref, c'est très... Enfin, je sais pas, c'est super agréable à voir. Enfin, c'est surtout aussi l'image de... Enfin, les couleurs et l'image, comme elle est construite, et les couleurs de l'image, la lumière et tout, c'est magnifique. On dirait vraiment des tableaux, justement, de la même époque. Avec un côté clair, obscur et tout, c'est sublime. Et du coup, oui, tu suis vraiment des recettes, enfin, comme ils cuisinent, tout, genre, une énorme préparation, tout ça pour une petite sauce. Enfin, en gros, c'est... Si t'es relaxé, tout ça, ça peut passer. Mais je comprends que enfin, pour moi, c'est pas non plus un film classique, quoi, du tout. Parce que t'as pas vraiment d'histoire, t'as pas de... À la fin, t'as quand même un peu une histoire, mais pendant bien 40 minutes, je pense, t'as la préparation comme ça de plats, c'est très contemplatif. Et ouais, t'as pas de dialogue, t'as vraiment que des gros plans sur comment cuisiner. Alors, j'ai quelques petites infos. Ça se passe en 1885, pour être précis. Okay. Là, Wikipédia m'indique ça, donc on avait à peu près raison. Ouais, effectivement, c'est pas forcément facile à entrer dans le film. Sachant, bon, nous, on venait de voir justement Hopeless avant, qui durait plus de 2 heures. Et à Cannes, c'est de véritables marathons qu'on fait. Lui, il dure 2h15, 2h20. Et j'avais vu passer juste l'image de Benoît Magimel dans une cuisine. Donc, j'avais entendu parler. Oui, c'est un drame historique, mais qui se passe en mode gastronomique. Du coup, ça me donnait pas particulièrement envie. Et j'avoue qu'au début, j'ai eu du mal un peu à rentrer dans le film. Même si la première scène est fascinante. On dirait une espèce de... presque un plan séquence où on suit... donc ils sont en train de préparer à manger, mais on dirait ils vont préparer un truc pour 50 personnes. En fait, ils sont juste en train de faire une sauce. Il y a véritablement un amour de la cuisine et c'est vraiment montré d'une manière... j'ai entendu beaucoup de gens dire soit ce film te donne extrêmement faim, donc n'y allez pas le ventre vide, soit vous avez faim, mais après être sorti du film, vous êtes rassasié, comme si vous aviez mangé, quoi. On sent vraiment des saveurs et des sensations à travers ce film, j'ai l'impression.
Comme tu l'as dit, en fait, sa véritable force pour moi, c'est son côté visuel, sa photographie qui est magnifique. Et tu l'as évoqué, mais effectivement, à plusieurs moments, il y a la lumière, comment elle est sculptée et comment elle est travaillée sur le corps des acteurs, sur comment elle va refléter, je sais pas, et donner une teinte particulière à l'image. Il y a un côté très pictural qui rappelle du coup des tableaux de célèbres peintres. Notamment, il y a une scène de repas dehors qui fait penser à des trucs qu'aurait pu faire Monet, par exemple. Ouais, voilà, il y a vraiment cet aspect tableau, peinture. Justement, aussi, il a été récompensé, ce film, du prix de la mise en scène au palmarès final des films en compétition. Oui, vu que le film était en compétition. Pour moi, c'était un petit peu... il est un peu une fonction de petit bonbon sucré que tu t'enfiles pendant le festival, tu vois. C'est vraiment le petit film dans lequel tu veux te blottir et tout. Voilà. Après, je peux comprendre que ça plaît pas à tout le monde. Tu vois, pour moi, ça plaît vraiment à certaines personnes. Parce que c'est, comme je dis, au début, t'as pas d'histoire. C'est juste, tu es un peu en transe avec la cuisine qu'ils font. Et soit t'aimes bien, soit en fait t'es dedans. Tu vois, toi, t'avais dit qu'au début, t'aimais pas trop. Moi, en vrai, je savais pas trop où me positionner, mais je sais pas, juste me laisser aller. Et genre, j'étais en mode, ah ouais, non, c'est stylé. Je sais pas, c'est original. C'est très radical comme mise en scène. Et comme tu dis, il faut se laisser aller, se laisser emporter. C'est très atmosphérique. Et ouais, pour moi, le vrai point faible, juste, c'est qu'il manque une intrigue qui soit captivante à suivre, quoi. C'est vraiment plus, se laisser emporter. Après, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est, comme disait Boris tout à l'heure, c'est aussi grâce au plan. Parce que j'avoue que si les plans n'étaient pas aussi beaux, aussi bien travaillés, peut-être qu'on serait encore plus chier, quoi. Du coup, là, heureusement que l'image est magnifique, le bruit, enfin tout. Du coup, ça te rentre vraiment l'effet de transe, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut passer au troisième film de la journée, Vers un avenir radieux de Nanni Moretti. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. Musica! Chiamo Martin Scorsese. Alors ce film-là, c'était aussi un film présenté en compétition officielle. Nanni Moretti, si vous le connaissez pas, donc c'est un cinéaste italien qui est présent un petit peu dans le paysage cinématographique mondial depuis les années 90, il me semble. Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir ses deux derniers films, Mia Madre et Tre Piani, qui me laissaient toujours un petit peu indifférent. Voilà, quoi. C'est typiquement le genre de film d'auteur qu'on peut avoir en France, mais du coup, là, c'est en italien. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur son cinéma, mais je me suis souvenu que j'avais étudié à la fac un de ses films, à savoir Journal intime. Il paraît que c'est un de ses meilleurs films, donc il date de 94 ou 93, avec La Chambre du Fils, pour lequel il a eu une Palme d'Or en 2001. Et donc dans le train, à l'aller pour aller à Cannes, on a regardé Journal intime, son film, et j'ai préféré Journal intime à son nouveau film. Alors qu'en est-il de son nouveau film ? Donc ce nouveau film, Vers un avenir radieux, ou en italien Il sole dell'avvenire, de quoi ça parle ? Donc c'est encore un peu, comme Journal intime, c'est un peu un film d'autofiction. On a Nanni Moretti qui va pas jouer son propre rôle, mais pratiquement un alter ego très proche qui s'appelle Giovanni, qui est un cinéaste assez âgé maintenant, et qui prépare un nouveau film donc sur une partie de l'histoire du Parti communiste en Italie. Qui était une branche du Parti communiste qui essayait de se détacher des valeurs communistes de l'URSS à la même époque, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup moins radical, et voilà, pour un petit peu s'éloigner de l'image de dictateur de Staline. Donc en fait, on va suivre donc le cinéaste qui essaie de monter, en train de tourner son film. On suit les coulisses, le fait qu'il répète avec les acteurs, le fait qu'il va sur d'autres plateaux de tournage, et puis aussi on va voir des scènes du film à l'intérieur du film. Il y a un peu une obsession en ce moment chez les cinéastes de vouloir filmer leur nombril, j'ai l'impression. Et donc voilà, que dire sur ce film ? Ouais, c'est un petit peu... c'est un film assez mineur, quoi. Ça oscille entre le drame et la comédie. Pas mal de moments où il y a des répliques qui font mouche. Nanni Moretti, voilà, un petit peu en forme, mais pas mal d'honneur de leçons de morale, j'ai l'impression, sur son temps, sur son époque. Ça fait un petit peu boomer par moment.
Il est partagé entre modernité et le fait que c'était mieux avant quand même. Même s'il y a une scène où, au lieu d'être sur sa fameuse Vespa dans les rues de Rome, il fait de la trottinette électrique avec Mathieu Amalric. Voilà, c'est assez marrant. C'est d'ailleurs aussi l'affiche du film. Toi, tu veux dire quelques mots sur ce film ? Après, il y avait un côté méta aussi un peu, où il est toujours, par exemple, regard caméra, où il parle à nous. Enfin, même dans le journal intime, je crois qu'il y avait ça aussi. Enfin, il aime bien faire ça. Moi, je sais pas si j'aime son cinéma ou j'aime pas. En fait, je suis bloquée entre les deux. Donc, j'ai pas trop d'avis. D'un côté, il y a des trucs qui sont un peu drôles, mais je sais pas. Je crois que c'est pas mon truc. Je trouve ça trop bizarre, trop parler aussi. Il parle beaucoup. Donc, je sais pas où me placer. Je sais toujours pas si j'aime ou si j'aime pas son cinéma. Mais je sais que j'étais assez fatiguée à ce moment-là. Et voilà, du coup, je sais que j'ai un peu fermé les yeux à des moments et je m'en veux, c'est pas fou. Mais bon, à un moment, j'ai essayé de lutter comme pas possible. Mais voilà. L'avantage de ce film, c'est qu'il était court. Il durait 1h30 par là. Comme tous les films de Nanni Moretti. Voilà. 1h36. Moi, c'était la Passion d'Odin Bouffant, devant lequel j'ai dormi un petit peu parce que j'étais fatigué. On peut passer au dernier film du premier jour, L'amour et les forêts, de Valérie Donzelli. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. L'amour et les forêts est donc le 6e film de la cinéaste française Valérie Donzelli, avec pour acteurs principaux Virginie Efira et Melville Poupeau. On y suit l'histoire de Blanche, donc jouée par Virginie Efira, qui est une femme de la quarantaine, toujours célibataire, qui va faire la rencontre d'un homme énigmatique et charismatique, Grégoire, joué lui par Melville Poupeau. Et ensemble, ils vont tomber amoureux et puis commencer à vivre en couple, jusqu'à même avoir des enfants, tout ça. Et on va suivre petit à petit la déliquescence de leur couple, qui va plonger dans une relation de plus en plus toxique, notamment à cause de Grégoire et son comportement jaloux et possessif à l'extrême. Donc ce film-là a été présenté dans la catégorie Cannes Première, qui est un petit peu une catégorie de Cannes où quand on sait pas où mettre le film, on le met dans cette catégorie-là. Alors que ça pourrait être... c'est de la hors-compétition, mais c'est pas non plus du hors-compétition séance spéciale ou séance de mini. Non, c'est Cannes Première. On veut présenter un film et la première fois qu'on le présente, on le met au Festival de Cannes. Du coup, ça bénéficie de ce prestige-là et puis les critiques vont pas te tomber dessus comme si t'étais en compétition, quoi. Moi, ça a été déjà mon coup de cœur pour ce premier jour. Vraiment, j'ai adoré ce film. On est vraiment du point de vue de Virginie Efira tout du long et on est vraiment dans la peau de cette femme qui est vraiment sous l'emprise de son mari, qui va se montrer de plus en plus agressif, effrayant, menaçant. Et on a vraiment en empathie avec elle, son personnage. Toi, quel est ton avis sur le film ? Oui, pareil, je sais que j'ai beaucoup aimé. Après, j'étais surprise, je pensais que le côté relation toxique allait être plus progressif et qu'on allait voir on n'allait pas vraiment s'en rendre compte directement, en fait, dès la présentation du personnage. Un peu après, on sent que c'est pas net et tout, donc en fait, on suit plus après tout le parcours du personnage de Blanche, de comment elle va se remettre et tout, donc c'est plus vraiment sur elle et pas sur leur relation, de comment elle devient toxique, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé. Et surtout, pareil, l'image magnifique. Genre, je sais pas si c'était en pellicule, mais ça faisait vraiment une image super jolie, très contrastée aussi. Je sais pas, vraiment très très belle. Et même l'histoire, le sujet, je le trouvais très bien traité. Parce qu'on suit vraiment Blanche, du coup, qui... En fait, nous, on participe aussi, tu vois, on est en mode, non, mais fais pas ça, genre, quitte-le et tout. Mais c'est pas aussi simple, et à chaque fois, on nous le rappelle. Puis je le trouve important. Surtout que, pour une fois, ça traite pas de violence physique. Et vers la fin peut-être, mais c'est surtout de la violence psychologique et verbale et c'est beaucoup moins pris au sérieux et souvent on va un peu dire oui tant que t'es pas frappé, on s'en fout quoi, c'est pas vraiment de la violence, genre t'as pas de preuves, alors que c'est même pire des fois. C'est pas comparable les deux, mais c'est tout aussi violent et donc j'aimais bien qu'on parle de ça aussi. Voilà, vraiment très très bon film aussi de cette journée. Ouais, effectivement, moi ça m'a surtout marqué au niveau de la photographie que j'ai trouvé magnifique. La lumière, il y avait toujours un jeu sur les couleurs,
sur presque une mise en scène un petit peu hors du temps, surréaliste, je sais pas si je m'exprime bien, mais un petit peu limite pièce de théâtre par moment, où tu vas avoir des changements de ton dans la couleur qui va tout de suite t'indiquer une émotion vécue par le personnage. Moi je pense à la scène où elle va voir, bon c'est du spoil, je vais peut-être pas le dire, mais il y a, tu sais, le moment où elle est dans la forêt avec une telle personne, et hop, ils s'enlacent, machin, tout ça. Et ça part avec la musique et tout. Franchement, c'était très joli. Puis je crois même tout est noir autour d'eux, comme s'ils étaient isolés du monde. Mais il y a aussi un petit moment chanté au tout début, du coup, quand ils sont dans une voiture. Et du coup, j'ai cru qu'il allait y avoir d'autres moments comédie musicale dans le film. Alors non, pas du tout. Mais sachant qu'elle avait déjà fait... le seul film qu'on a vu d'elle, c'était Main dans la main, sorti en 2012. On l'avait vu en cinéma en plein air. Ouais. Et là, c'était carrément moitié comédie et comédie musicale, quoi. Tu sais, avec les deux qui se retrouvent connectés, qui font les mêmes gestes et tout. Ouais. Je me souviens que de ça, mais pas de tout. Genre la fin, tout ça, je me souviens pas. Et effectivement, ce film, il est assez important dans la manière dont il représente, comme tu dis, les violences conjugales. Et j'espère qu'il pourra aider des personnes qui voient ce film à... peut-être à réaliser parfois la relation dans laquelle elles sont enfermées, ou enfin le côté toxique de certaines relations qui pourrait pas être évident à première vue, parce que comme tu dis, quand il n'y a pas de coups, il n'y a pas de marque, c'est pas visible physiquement, mais parfois tout ce qui est moral et psychologique, c'est encore plus terrible et difficile de s'en défaire. Et je pense que j'ai dit que c'était le dernier film de la journée, mais je me suis trompé parce qu'il y en avait un bonus le premier jour qui n'était pas prévu dans notre planning. C'était Cobweb, le dernier film de Kim Ji-woon. 며칠 동안 같은 꿈을 꾼다. 필름들이 밤마다 내 머릿속에서 형사된다. 엄청난 장면들이 생생하게 꿈속에서 재현된다. Du coup, effectivement, on s'est retrouvés par surprise à se saper comme des pingouins, c'est-à-dire moi avec le costume et le nœud papillon, et toi avec une robe de soirée. Et on a fait la queue dans la file de dernière minute, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas, pour espérer fouler le tapis rouge et assister à l'avant-première du dernier film de Kim Ji-woon, ce cinéaste sud-coréen, qui était Cobweb, ou bien en français Dans la toile. Et effectivement, on a réussi à entrer assez facilement dans la salle, même si, triste, on n'a pas pu fouler le tapis rouge parce qu'il nous faut rentrer sur le côté. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, du coup, ce film-là, Cobweb, donc avec l'acteur phare sud-coréen Song Kang-ho, qu'on peut retrouver beaucoup dans les films de Bong Joon-ho, notamment qui jouait le père dans le film Parasite. C'est toujours comme ça que les gens en parlent. Ils disent « Ah ouais, c'est le mec de Parasite ». Bon, spoiler alerte, il est là depuis la fin des années 90. C'est une immense star en Corée du Sud. Dans The Host. Voilà, notamment dans The Host, dans Snowpiercer, dans Parasite, dans Memories of Murder. Moi, c'est là que j'ai découvert dans ce film-là surtout. Il a joué aussi chez Park Chan-wook. Il a joué un vampire là dans Thirst, Ceci est mon sang. Et sinon, il a beaucoup joué aussi avec Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, moi, je connaissais juste son côté bourrin, plus thriller, film un peu sanglant, comme J'ai rencontré le diable, ou A Bittersweet Life. Mais en fait, il a aussi, apparemment, il a aussi alterné avec des films au ton plus léger, plus dans la comédie, comme Le Bon, la Brute et le Cinglé, une parodie du Bon, la Brute et le Truand, et son premier film, The Quiet Family. Bon, c'est pas des films que j'ai pas vus, mais il faudrait que je les découvre à l'occasion. Et donc, avec ce nouveau film, c'est encore un film qui va nous parler de cinéma. Donc, l'acteur principal, Song Kang-ho, il va jouer un réalisateur, un petit peu un réalisateur raté, qui est en train de préparer un film. Donc, ça se passe dans les années 70. Et pareil, là, on voit des scènes du film à l'intérieur du film. Pour faire la différence, c'est très simple. Le film, il est en noir et blanc, tandis que le reste, c'est... Bon voilà, c'est niveau subtilité, on repassera. T'es méchant, méchant. Et donc, c'est vraiment un film assez comique, quoi. On est vraiment sur le ton de la comédie, du début à la fin. Mais je préfère te laisser en parler plus longuement, puisque moi, il se trouve malheureusement que, étant très fatigué de la journée, vu que le film n'était pas prévu et que c'était à 22h30, et qu'il durait 2h20 ou un truc comme ça,
Je vais pas mentir et je vais dire la vérité, c'est que j'ai piqué un petit somme pendant le film, donc j'ai manqué plus ou moins beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur ou de vannes et tout. Et j'étais là au début, j'étais là à la fin, mais au milieu, il y a eu un énorme trou. Donc je te laisse en parler plutôt. Mais c'est dommage parce que c'est justement au milieu où c'est vraiment drôle, quoi. Moi, je sais que oui, pour moi, c'est vraiment comédie, totalement. Et donc oui, tu suis un espèce de réalisateur, il a l'air un peu raté. On dirait qu'il a fait un peu que des nanars avant, genre il est pas vraiment pris au sérieux. Et il fait que des scénarios un peu tout pétés, mais voilà, il est quand même connu, mais bon, c'est le connu, bof, quoi. Et du coup, là, il a terminé son film, mais là, il veut rajouter des scènes pour la fin. Et sauf que justement, tout le monde en a marre de lui, donc je crois qu'il n'a pas l'autorisation, il le fait quand même. Et il le fait quand même grâce à une jeune fille en mode fangirl de lui doit être chargée de production. Et du coup, lui, il trouve que la fin de scénario est incroyable et tout. Genre, ça va être un chef-d'œuvre et tout. Donc, ils vont dans les studios et ils tournent leur film et tout. Donc, il y a que des galères, ça enchaîne de galère en galère. Et c'est vraiment le ton humoristique, mais moi, j'aime trop. Enfin, ça m'a vraiment fait rire à certains moments. Au début, j'avais un peu de mal, je suis en mode ok. Et en fait, si, c'est vraiment drôle. Je sais pas, je trouvais ça vraiment bien. Très humoristique. Et c'est des fois, enfin, je sais pas, je trouvais que ça bien écrit. Peut-être faudrait que je le revoie. Mais parce que là, je sais pas, c'était les sièges et tout, j'étais pas trop super confort non plus. Et j'avais super chaud dans la salle, donc j'étais peut-être un peu moins concentrée que d'habitude. Mais ouais, je sais que super comique, vraiment drôle. Et t'as un peu le climax à la fin qui révèle des trucs, mais je vais pas en parler là, parce que sinon ce serait un trop gros spoil. Mais voilà, très drôle. Franchement, on passe un bon moment. Peut-être un peu long, mais sinon, vraiment bien. Mais moi, ça m'a un petit peu déçu, parce que malgré que j'ai dormi, il y a peut-être aussi une raison qui explique cela, c'est que j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais pas du tout à ce genre de film. Je voulais pas voir une comédie de Kim Ji-woon, en fait, même si apparemment il en a fait déjà auparavant. Et puis surtout, je sais pas, le sujet du film m'a pas attiré plus que ça. Pourtant, j'adore les films qui parlent de tournage et de cinéma, mais je crois que j'en ai trop vu cette année et j'en ai vu des bien meilleurs que celui-ci. Et donc, voilà, en comparaison, je trouvais assez bof, quoi, malheureusement. Mais c'est pas grave. On peut passer au deuxième jour, le vendredi 26 mai 2023, où nous avons pu voir ces trois films, La mère de tous les mensonges, Perdidos en la noche et Acide. Et on commence avec le premier film, La mère de tous les mensonges, de Asmae El Moudir. في نفس عمري فاطمة جعلتك لباب الجسد وقد غبت صورتها بالبيض والكحل عاونك بنيتي الله يرضي عليك بنيتي رحمتك بنيتي. Alors du coup, ce film marocain, je crois que le titre original c'était Kadib Abiad. Kadib Abiad, merci. Ou bien en français, La mère de tous les mensonges. Donc c'était pareil, comme Hopeless, toi et moi, on savait pas du tout de quoi ça parlait, on s'était pas renseigné dessus auparavant, ça me donnait pas particulièrement envie. C'est un petit peu ce que j'appellerais la catégorie des films cinéma du monde, auxquels je suis moins sensible ou que je vais peut-être moins aller voir par moi-même, sauf si j'ai vu de la promo là-dessus et que ça m'intriguait, ça me donnait envie. Et donc là, déjà, la première surprise, c'est que c'était un documentaire. Un documentaire, mais qui était particulier dans sa forme, puisque le film suit l'histoire de la réalisatrice qui raconte en voix off l'histoire de sa famille, et qui va les filmer également, donc son père, sa mère et sa grand-mère notamment, avec quelques-uns de leurs amis et voisins. Et le truc original, c'est que en fait, elle va raconter l'histoire de leur quartier qui a subi des attaques pendant les années 80 et ce qu'on appelait les émeutes du pain. D'ailleurs, elle-même, je sais pas si elle était née à ce moment-là où elle était vraiment toute petite. Du coup, elle essayait de savoir ce qui s'est passé parce qu'il y a eu en fait, il y a eu des manifestations parce que les gens crevaient la dalle, pour dire les choses honnêtement. Et il y a eu une répression policière et de l'État vraiment terrible qui a tourné presque en guerre civile où, enfin, les gens se faisaient tuer, les civils comme ça dans la rue par les flics, quoi. Ça fait un petit peu écho, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, la répression policière extrêmement violente et le fait que, du coup, il y a eu des familles entières qui se sont retrouvées anéanties à cause de ça.
Et donc ils essaient de reconstruire ce truc-là, ce devoir de mémoire. Et notamment le personnage de la grand-mère dans le film qui est un peu un antagoniste, qui reste très fermé tout du long, qui n'aime pas par exemple se faire prendre en photo parce que c'est un petit peu lié à ses croyances religieuses autour de se faire voler son âme ou son image, tu vois. Et le truc original, j'y viens, c'est que en fait ses parents reconstruisent un petit peu chaque personnage de l'histoire, où ils font des maquettes, ils font des miniatures, où ils vont reconstruire des maisons entières, des quartiers, c'est assez bien fait. Du coup, on a l'impression que le film est entre du live action et du stop motion. Mais en fait, il n'y a pas vraiment un stop motion, mais il y a des figurines qui sont un petit peu placées à certains endroits, comme si c'était un spectacle de marionnettes, en fait, qui va essayer de reproduire le réel tellement dur. Du coup, voilà, pour prendre une distance par rapport à ça. Bon, j'ai peut-être fait un petit peu long là-dessus. D'ailleurs, le film était présenté à un certain regard, et il a eu le prix de la mise en scène. Donc, félicitations à elle, qui d'ailleurs, j'ai entendu, par rapport au film, la grand-mère ne la reconnaît pas en tant que réalisatrice. Pour elle, c'est pas un truc qui existe. Elle dit que c'est une journaliste. Et elle lui dit mais non, mamie, je suis cinéaste, je fais des films, c'est ça mon métier, tu vois. Et apparemment, du coup, quand elle a reçu le prix, elle a dit tu vois, mamie, maintenant tu pourras dire que je suis réalisatrice et tout. Donc je trouvais ça assez mignon. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce film, ton ressenti J'ai beaucoup aimé. Je sais que les documentaires, des fois, je peux avoir un peu de mal comment c'est fait. Des fois, si le sujet me passionne pas, je vais avoir un peu du mal à rentrer dedans. Et là, du coup, je trouvais ça super intéressant, comme c'était fait avec justement les trucs de maquettes, où c'est une histoire dans une histoire. En fait, ils construisent le documentaire et il est filmé en même temps. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, ouais, je sais pas, je trouve ça bien foutu. Et puis, le personnage de la grand-mère, qui est du coup une vraie personne et qui est filmé comme ça. Enfin, je sais qu'à sa place, moi, je regarderais pas le film et j'aurais pas aimé voir le film, parce qu'elle est vraiment montrée comme quelqu'un de pas super ouvert, quoi, et qui donne pas, très traditionnel, fermé, et c'est, voilà, ça fait, comme tu disais, méchant de Disney, quoi, genre, vraiment. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé, et après, pareil, j'étais un peu fatiguée, parce que festival de cinéma, c'est super, mais c'est vrai que quand on en enchaîne beaucoup, on se couche tard, des fois, ça peut être fatigant. Mais lui, ça va, j'ai quand même tout suivi, mais je sais que j'étais un peu fatiguée, et mais voilà. Mais sinon, oui, bonne découverte. Je m'attendais pas du tout à que ce soit du coup un documentaire. Je pensais que ça allait être un film. Et puis rapidement, on s'est regardé tous les deux. On a fait, c'est un docu en fait. Et voilà, c'était marrant. Et personnellement, ça m'a fait penser à un documentaire que j'avais vu au festival de Poitiers. C'était exactement pareil, mais eux, c'était avec de la pâte à modeler. Et en gros, ils reconstituaient l'histoire. Pareil, c'était un truc de la famille. Je crois que c'était au Pérou. Je sais plus le titre du film, hein, mais du documentaire, mais pareil, reconstituer les personnages et tout avec de la pâte à modeler ou de l'argile, je crois que c'est de l'argile. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup penser. Donc j'aimais bien ce procédé de documentaire, de faire ça comme ça, en utilisant des maquettes, du stop motion ou la représentation de lieux, de personnages, etc. On peut passer au deuxième film de ce deuxième jour, Perdidos en la Noche de Amat Escalante. Hace 3 años desaparecieron a mi mamá. Palma Flores. Perdidos en la Noche, ou Perdu dans la nuit en français, est donc le nouveau film de Amat Escalante, un cinéaste mexicain qui ne nous était pas inconnu avec Easy, puisqu'on a eu la chance de découvrir son précédent film, qui était La Région Sauvage, sorti en 2016, lors d'une séance dans un cinéma, pour un ciné-club. D'ailleurs, c'est un film autour duquel j'ai pu faire un épisode de mon autre podcast, Catégorie 3, là-dessus, et je vous invite à aller le découvrir. On avait beaucoup aimé du coup ce film La Région Sauvage, qui était une espèce de relecture du classique de Andrzej Zulawski, Possession, sorti dans les années 80, alterné avec également une relecture du Théorème de Pier Paolo Pasolini. Donc, à savoir un film qui plongeait la tête la première dans le cinéma de genre, entre le drame et du coup le film fantastique un petit peu, voire horrifique par instant. Donc avec ce nouveau film, ça faisait partie des films qu'on était content d'avoir obtenu un billet pour aller le voir.
Et j'avais très hâte de découvrir ce que ça pouvait être. J'espérais que ce soit quelque chose qui lorgne du côté du fantastique, mais ce n'a pas été tout à fait le cas. Je m'étais pas renseigné dessus auparavant pour vraiment avoir la surprise de découvrir ce que ça allait être en salle directement. Et donc en fait, c'était plutôt quelque chose, toujours dramatique, mais plus tourné, je dirais, côté thriller, côté film à suspense, énigme. Je vais essayer de résumer de quoi ça parle parce qu'il y a beaucoup d'éléments. En fait, on va suivre au tout début du film, on a des militants qui sont contre une espèce de mine qui va se faire dans une région. On sait pas vraiment où ça se déroule, c'est toujours au Mexique, mais c'est pas vraiment identifié dans une ville ou quoi. Là, on est plus, je dirais, dans des petites villes, pas loin du désert. Et donc, il y a un groupe de militants qui veulent faire interdire l'exploitation d'une mine, je crois. Il y a un peu un truc message écologiste comme ça. Et ils vont se retrouver arrêtés par des flics, puis ça va mal tourner, il y en a un d'eux qui se fait tuer, et après il s'enfuit, et en fait, après, le film se déroule, je crois, 3-4 ans plus tard, quelques années plus tard, et ce groupe de militants ont disparu. Et nous, on va suivre le fils de la leader de ce groupe, le fils qui, je pense c'est un ado, jeune adulte, quoi, il doit avoir 16-18 ans, un truc comme ça. Et il va se retrouver embarqué au sein d'une famille de gens un peu riches, un peu timbrés les uns plus que les autres. Lui et sa copine, ils vont se mettre à travailler pour eux, et puis il va découvrir que cette famille de gens riches et célèbres serait peut-être liée à la disparition de sa mère. C'est à peu près ça, comment j'ai résumé. Ouais, très bien. Je te laisse continuer sur le film. Oui, alors t'as bien résumé. Moi, je sais que j'étais assez surprise de le trouver aussi normal. Enfin, comparé à La Région sauvage, le seul film que j'ai vu du réalisateur de ses anciens films, je m'attendais vraiment à quelque chose justement de fantastique, de perché, de un peu mystérieux et tout ça. Et en fait, là, c'était assez normal. Il y avait quelques pistes par-ci par-là qui pouvaient être intrigantes, mais voilà. Après, c'est quand même... j'ai bien aimé le film, l'ambiance, tout ça était vraiment bien. Mais je sais qu'il y a des côtés que j'aimais un peu moins, je sais pas. Après, il y avait toujours ce côté un peu cru sur la sexualité. Genre, à un moment, il y a sa copine et le jeune homme, là, ils sont en train de se masturber ensemble et on voit clairement un plan de bite. Enfin, genre, ça se gêne pas du tout. Mais je sais que, un peu dommage. Mais je m'attendais juste à plus de trucs bizarres et je pensais que ça allait venir à un moment et en fait, on voit que ça vient jamais. Et aussi, le personnage de la jeune ado riche de la famille, du coup, des gens connus... qui sont peut-être mêlés à l'histoire de la disparition de la mère du jeune. Elle, j'ai pas trop aimé son personnage. Je sais pas, c'était vraiment très stéréotypé, tous, je l'ai trouvé. Et aussi, j'ai un problème souvent avec les trucs de réseaux sociaux. Genre, quand on filme des téléphones ou quoi, je sais pas, je trouve ça toujours cheap. Des fois, c'est bien fait, mais je sais pas, ça me détache du truc. Je sais pas comment décrire ça, mais bon, j'aime pas trop. Donc voilà, bon. Sinon, en général, vraiment bien. C'est juste, je m'attendais à plus. Du coup, voilà. Du coup, bilan un peu mitigé sur ce film qui était présenté à Cannes Première. On peut continuer avec, du coup, le dernier film du deuxième jour, à savoir Acide de Juste Philippot. Acide de Juste Philippot, donc c'est le deuxième long métrage du réalisateur français, avec en rôle star Guillaume Canet. Guillaume Canet qui joue donc un mec syndiqué, un mec énervé de la CGT, mec qui travaille en usine, qui se retrouve, qui a fait de la prison parce qu'il a dérapé lors d'une manifestation dans son entreprise. Maintenant c'est bon, tout va bien, il est libéré, tout ça. Il est séparé de sa femme et ils ont tous les deux une fille dont ils se partagent la garde. Et il se passe quelque chose, c'est que la planète va mal et à cause de la pollution, tout ça, nanana, il commence à y avoir des nuages de pluie acide qui se forment dans le ciel et qui se mettent à pleuvoir un peu partout dans le monde, jusqu'à atteindre également la France. Et donc, en fait, on va suivre l'histoire de cette famille qui va essayer d'échapper à ces nuages de pluie acide qui se mettent à tout ronger autour d'eux. Donc, on est un petit peu du côté du film de science-fiction post-apocalyptique. Ces films un petit peu de fin du monde, on est un petit peu dans ce genre de film-là.
Je te laisse parler du film en premier. Alors moi je sais que je suis très fan des films souvent apocalyptiques et tout. Enfin j'aime beaucoup ce genre de sujet-là. Surtout le début de l'apocalypse, genre ça j'aime bien. Je suis un peu fan de ce genre d'univers. Et bon là c'est clairement ça. Hein, on suit du coup ces espèces de nuages qui sont du coup qui versent des gouttes d'acide et tout. C'est horrible un peu le concept. Ils expliquent pas vraiment pourquoi il y a ce phénomène-là, je crois. Mais bon voilà c'est comme ça. Et oui, à tout le début, je trouvais ça très bien, très intriguant. J'aime bien l'idée. Et surtout, je trouvais aussi original. Enfin, original. Je pense qu'il y a eu plein d'autres qui l'ont fait. Mais là, c'est un couple, du coup, divorcé. Avec une fille, un enfant. Et du coup, dans ce genre de moment d'apocalypse, du coup, on va aller vers la famille, quoi. Et du coup, je me suis dit, les parents divorcés, ils sont obligés de se côtoyer pour être ensemble, pour voir leur fille, en fait. Et quand tu vas aller dans un repère et tout, telle personne rejoindre telle personne, et toi, t'es divisé, quoi. Et souvent, dans les films apocalyptiques, c'est genre, il y a plus qu'un parent, ou alors, il y a même plus de parents, d'ailleurs. Mais, ou alors, t'as les deux parents ensemble, mais pas divorcés, quoi. Donc, je trouvais ça drôle, ce moment-là. Et voilà, sinon, j'ai bien aimé tout le début et tout, je trouvais ça bien. Ça se voit qu'il y a peut-être pas beaucoup de budget, mais moi, je trouvais ça pas dérangeant. Et jusqu'au moment où vient justement l'attaque, où on voit un peu du gore et tout, je trouvais ça trop bien. Et je trouvais ça assez bien fait. Pour moi, j'étais pas non plus étonnée que... Enfin, je trouvais ça pas forcément cheap. Et juste, j'étais un peu déçue. Je pensais qu'il allait peut-être avoir plus de scènes choc. Et en vrai, j'en ai retenu qu'une seule, sur le pont. Voilà. Et c'est tout. Et après, je trouve ça se perd. Mais jusqu'à la scène du pont, donc je vais pas spoiler, mais voilà, il y a la scène avec un pont. J'ai trop aimé. Et après, je trouvais que ça partait en couille et c'est dommage. En fait, il y avait une énorme possibilité bien mieux et ça part vers un autre chemin dont on s'en fout. Et t'as la gamine, des fois, qui ressemble beaucoup à la gamine dans le film 2012, où c'est-à-dire qu'il fait que chialer et que crier tout le temps. Et c'est chiant. Et voilà, donc un peu déçu de la fin. Et sachant que j'ai adoré son ancien film La Nuée, là j'étais un peu déçu pour la fin. Mais après l'idée, j'aime toujours beaucoup l'idée. Et voilà, mais ouais, un peu déçu pour la fin, un peu beaucoup quoi. Et oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on a tous les deux adoré son premier long métrage La Nuée, qui était un film qui suivait une agricultrice qui se faisait attaquer à la fin par ses sauterelles. Un petit côté Les Oiseaux d'Hitchcock, mais avec des sauterelles ou des criquets, je sais plus exactement. Et pour moi, ouais, c'était le mélange parfait entre film d'auteur avec drame familial, et à la fin, tout du long, on vient investir une tension, et jusqu'à la fin, un climax qui lorgne du côté du fantastique. Du coup, j'avais très très hâte de ce nouveau film. Enfin, pas tout à fait hâte, en vrai, pour être tout à fait honnête, puisqu'en fait, j'avais eu l'occasion de découvrir justement un court-métrage de Juste Philippot, appelé Acide également, avec l'acteur Sofiane Kames, qu'on retrouvait aussi dans La Nuée déjà. Merveilleux acteur à suivre de plus en plus, s'il vous plaît. Et donc, dans ce court-métrage, en fait, on suivait déjà une famille qui se faisait attaquer par une pluie acide. Et je trouvais que c'était assez efficace, ça fonctionnait assez bien, les effets gore étaient assez généreux. Et puis ça durait, en vrai je sais plus combien de temps il dure peut-être 10-15 minutes. Mais voilà, c'était très efficace, le concept, ça tenait bien. Et donc après, quand j'ai appris qu'il allait faire un long métrage qui s'appelait exactement pareil, et que l'histoire c'était la même chose, mais du coup bon, il caste d'autres personnes, il ramène Guillaume Canet pour avoir un petit peu un côté star. Mais vraiment le film, ouais, c'est vraiment, j'étais énormément déçu. Pareil, ça partait bien, je trouve. Le côté installation un petit peu post-apo, tout ça. Et en fait, ça part vite dans la déception pour moi. Je sais pas. Moi, ce qui concerne les effets spéciaux déjà, les effets de nuages numériques, c'est moche. Ensuite, comment tu veux montrer un petit peu la pluie qui va tout ronger sur son passage? Ok, ça attaque les gens, mais ça attaque aussi le sol, et du coup il y a que des plans il va filmer l'herbe ou le sol avec de la fumée qui s'échappe pour montrer attention, regardez, ça ronge, c'est acide. Ok, d'accord, sauf qu'on voit pas beaucoup de gens se faire finalement bouffer la peau par ça. Les voitures, elles sont toutes abîmées, mais bizarrement ça abîme pas les vitres ni les pneus. Enfin, il y a un petit peu un problème de cohérence à l'intérieur de l'univers du film qui m'a posé problème. Pareil au niveau des interprètes, la fille, elle est insupportable du début à la fin. T'as juste envie qu'elle meure rapidement. Spoiler, elle meurt pas, c'est chiant.
La rigueur, Guillaume Canet, un peu le plus crédible dans le côté survie humaine, au point que tu penses qu'à ta gueule en fait et à tes proches. Ça, je trouvais que c'était assez bien parce que il y a un petit peu, enfin c'est un peu la vérité quoi. Je trouvais qu'il y avait pas assez de justement, j'ai pas ressenti le danger, la menace amenée par cette pluie. Et j'ai pas senti qu'il y avait énormément de budget dans le film, ou alors c'était vraiment justement la scène du pont, peut-être qui est la plus intéressante du film, qui arrive à peu près au milieu. Là, ils ont mis plus de budget, mais encore... En fait, le problème, c'est que pour moi, ils ont filmé entièrement dans des petites campagnes et tout. On les voit tout le temps sur la route. Du coup, je pense que tout le budget est allé dans le salaire de Guillaume Canet. Puis le reste, ils ont fait avec 2-3 bâtons et 2 bouts de ficelle. Mais ouais, il y avait un petit côté, je sais pas, même The Last of Us un peu, mais en beaucoup moins bien. Moi, ça fait penser aussi à La Guerre des Mondes, la dynamique père-fille, tout ça. Pareil, ils sont divorcés. Mais voilà, quoi, il y a peut-être pas mal de références, mais pour en faire quoi derrière, c'est la question. Et aussi le fait qu'une grande partie de l'intrigue se passe pendant la nuit, et que du coup, on voit rien, c'est tout noir, c'est mal filmé, je sais pas, c'est pas mis en valeur avec la lumière. Et du coup, c'est pratique pour cacher tes effets spéciaux qui sont cheap. Voilà, je fais un petit peu le hater, mais grosse déception sur ce film. On peut terminer avec le troisième et dernier jour, le samedi 27 mai 2023, où nous avons pu découvrir 4 films, L'Abbé Pierre, Salem, Hypnotique et Élémentaire. On commence avec le premier film, L'Abbé Pierre, une vie de tous les combats, de Frédéric Tellier. Donc ce film, L'Abbé Pierre, était présenté en hors compétition, avec pour star Benjamin Laverne, qui joue donc l'Abbé Pierre, et Emmanuel Berco, qui joue, je sais plus exactement le nom, mais c'était une amie très fidèle de l'Abbé Pierre, qui l'a suivi durant toute sa vie dans ses combats, dans ses projets. Et donc, que dire de ce film ? En fait, c'est un biopic classique, comme on sait en faire en France, sur une personnalité assez populaire et appréciée de tout le monde. Voilà à peu près ce qu'est le film. Ton avis là-dessus, Izzy ? Alors, je trouvais ça nécessaire aussi, ce film, pour un peu résumer la vie de l'Abbé Pierre et tout, ok. J'avais totalement zappé que c'était lui qui avait fait Emmaüs, donc voilà, shame on me. Mais donc oui, après, je trouvais ça intéressant, la personne, l'Abbé Pierre, après, gros respect à toi, mec, je t'aime. Mais après, le film en lui-même, très classique, je dirais. Tu passes, un moment bien, je sais pas. Il y a juste des fois quelques scènes, je crois, c'était un peu... Il y avait de la musique, et la musique, personnellement, j'aimais pas trop. Enfin, un peu... Tu sais, ce genre de scène où t'as de l'action, puis t'as de la musique pour combler. Genre, pour moi, c'est ce genre de moment, tu sais pas quoi faire, c'est juste des plans nécessaires. Et des fois, ça passe, c'est très bien fait. Comme dans Là-haut, par exemple, quand on suit le décès de la grand-mère et tout, c'est très bien comme scène, ça. Mais là, c'était la même chose, mais en moins utile. Donc bon. Mais sinon, voilà, on passe un bon moment quand même à voir, puis à voir un peu... Après, c'est une fiction, ça reste quand même une fiction, mais... je pense qu'il y a certains moments clés, genre de la fondation d'Emmaüs, tout ça, le fait qu'il soit immortel, genre le mec à chaque fois il se relève alors qu'il est fragile comme personne, genre je sais plus comme maladie, mais il est très sensible à tout ce type de maladie, genre voilà. Et malgré ça, il arrive à combattre et tout, donc super. Après, juste avant qu'il monte le tapis rouge, il s'est là, ouais, pour les SDF et tout. Et bon, avec Boris, on a un peu rigolé en mode, bon, voilà. Après, c'est le cinéma, hein, c'est comme Sans filtre, ce genre de truc où tu vas présenter ce film-là dans un énorme festival de cinéma. C'est un peu hypocrite, dans le sens où je sais pas si l'argent, ils vont le verser forcément à des assos de ce type-là. Après, c'est pas hypocrite de présenter un festival, c'est juste que là, c'est le festival de Cannes, qui est connu pour son côté glamour. Rien que le fait que pour accéder à la séance du Grand Théâtre Lumière, il faut être obligatoirement en smoking ou robe de soirée. Du coup, il y a un certain dress code, il y a une certaine idée que tu veux renvoyer. Voilà, une idée du luxe, quoi. Ouais, oui, c'est Et quand tu ça. viens présenter un film qui est censé parler de la personne qui s'est battue corps et âme toute sa vie pour défendre les sans domicile fixe, les gens à la rue, tout ça, ça fait un petit peu hypocrite, comme tu dis. Ouais, voilà, tu l'as très très bien résumé.
Et donc c'est ça. Donc voilà, le film, une bonne biopic, on va dire, mais sans plus, quoi. C'était pas incroyable, waouh, tu vois. C'est tranquille. Effectivement, c'est un petit peu l'équivalent d'une fiche Wikipédia. Après, moi, je boude pas mon plaisir devant ce genre de film, des fois. C'est juste, j'y vais pour une personne que je connais pas tellement sa vie. Et puis, du coup, j'en apprends un peu plus. Là, par exemple, l'abbé Pierre, je savais pas du tout qu'il venait, du coup, à la base d'une famille bourgeoise. Et que après, du coup, il s'est engagé, en tant que prêtre. Il a été refusé, je crois, au début dans une espèce d'ordre des moines parce qu'il était trop fragile justement au niveau de sa santé. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée. Il a dû combattre un petit peu. Et après, il a même fait partie d'un réseau de résistance. C'est là qu'il a rencontré son ami qui se faisait passer pour une bonne sœur. Et après le fait qu'il soit engagé dans le combat des pauvres. Mais avant ça, même qu'il ait été député à l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'il a pu financer justement... les débuts d'Emmaüs, tout ça, où c'était juste, il recueillait des gens qui étaient à la rue, ou même certains, ils voulaient se foutre en l'air et tout. En fait, c'est ça, vraiment, il te montre que le gars, il a porté toute sa vie un petit peu des gens pour les aider à vivre dans la dignité. Ensuite, il y avait dernièrement la Fondation Abbé Pierre, c'est aussi construction de plein de logements, de HLM, pour aider les populations, surtout là, ça se passe en banlieue parisienne. Aider les gens à vivre la tête haute, quoi. Du coup, franchement, ça, effectivement, respect éternel à lui et à ce qu'il représente. Et ouais, c'était quelqu'un qui avait vraiment une hargne, une colère en lui, qui était vraiment contre les injustices et qui essayait de tout faire pour qu'il y en ait le moins possible, quoi. Et donc voilà, après, je tiens à saluer quand même la performance de l'acteur principal. Je trouvais que surtout dans les vieilles années de l'abbé Pierre, il a un petit peu modifié le ton, le timbre de sa voix pour se rapprocher, coller au maximum à ce qu'on peut savoir de la voix qu'avait l'abbé Pierre dans des enregistrements par exemple. Et même au niveau des effets, pas mal de maquillage ou de prothèses qui rendaient assez bien quand il le vieillissait et tout. Voilà, c'était quelque chose d'assez respectueux de sa mémoire, je pense. Et je pense qu'il fera pas mal d'entrées, quoi. Parce que l'année dernière, il y avait eu un truc sur Simone Veil, que moi j'avais détesté, hein. Mais même si j'avais appris des choses, c'est là c'est un petit peu dans la même veine, quoi, mais quand même un peu mieux. Et comme toi, je vois ce que tu veux dire, les côtés où il y a de la musique qui vient rendre des moments un peu épiques ou très inspirants. En fait, c'est très complaisant, ça critique pas trop ce qu'est le personnage. C'est pour montrer toujours une bonne image, regardez, c'est un saint, tout. Même si je trouve que vers la fin, quand il commence à être connu mondialement et qu'il fait des tournées, tout ça, on apprend un petit peu le côté un peu plus sombre, c'est-à-dire qu'il prenait des espèces d'amphétamines ou de médicaments pour tenir debout, il se droguait en fait en quelque sorte pour pas dormir et pour être toujours en forme, ou le côté il veut à tout prix sauver le plus de gens possible, donc ils vont construire des logements, mais on leur dit il y a des financiers qui viennent, qui eux aussi ils ont besoin d'avoir un truc solide qui va rapporter de l'argent, parce que malgré le fait que tu veux combattre le capitalisme, t'es obligé d'y être un petit peu dedans, et qu'ils leur disent aussi, qu'ils lui disent ok, vous voulez construire plus de logements, mais le matériau là ça va pas tenir 5 ans votre truc. Lui en mode ouais je m'en fous, enfin il faut sauver le plus de gens. Faut les sauver maintenant et c'est on ça. s'en fout, quoi. Est-ce qu'on les sauve maintenant, quitte à ce que dans quelques années ça soit pas ouf, ou est-ce qu'on prend plus de temps mais que ça dure plus longtemps, quoi. Il y a un petit peu ce dilemme là qui est mis en avant, je trouve ça pas mal. Puis aussi plus il vieillit, plus on dirait qu'il est un peu vieux et un peu genre plus trop d'énergie, un peu foufou dans le sens où en fait je veux sauver tout le monde et tout, genre un peu matrixé par ça, et ça le rend un peu moins pas crédible, mais même il devient de plus en plus populaire et tout, et il aime pas forcément ça, et enfin je sais pas, tu vois un peu l'évolution quand même. Le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que tu es connu pour ce truc-là et tu veux être acclamé. D'ailleurs, c'est dit au début, il fait un rêve, je sais pas si c'est une histoire tirée de son histoire vraie ou pas, un rêve où il se voit presque comme un guide, un serviteur de Dieu qui vient aider le peuple, à aller vers la lumière, un truc comme ça. Du coup, t'as ce truc-là de quand t'as le beau rôle, tu veux sauver des gens et du coup tu veux continuer, et même vers la fin de ta vie, tu penses que t'en as pas sauvé assez et tout. Moi, je pensais vite fait à la liste de Schindler où à la fin, il est en mode j'aurais pu en sauver plus et tout. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc plutôt intéressant, mais ça reste un biopic classique comme on en voit tous les jours, quoi. On peut passer au deuxième film de ce dernier jour, à savoir Salem de Jean-Bernard Marlin. Je sors avec ta sœur. Quoi ? Je sors avec ta sœur. Tu fous ou quoi ?
Ta soeur, je vais la marier. Hein? Oh, tu me prends pour une con? Je rigole là. Oh, tu sais voir ce Camilla? Mais ça se voit pas. Lui, c'est ton gadjo, lui. Mon copain est maintenant marié. Salem est donc le deuxième long métrage du réalisateur français Jean-Bernard Marlin. Donc avec ce film-là qui est présenté à un certain regard, il nous raconte l'histoire de un petit peu Roméo et Juliette modernisé à notre époque, qui se passerait dans les quartiers nord de Marseille. Du coup, on suit d'un côté Djibril, un jeune Comorien qui vient du quartier des Sauterelles, et face à lui, sa copine, Camilla, une gitane qui vient du quartier rival, Les Grillons. Ça paraît être une blague comme ça, mais c'est véritablement comme ça que c'est appelé dans le film. Et donc, en fait, ils viennent carrément de deux endroits où c'est pas très bon de se fréquenter, mais malgré tout, ils vont vivre une histoire d'amour un petit peu passionnée. Et Camilla va tomber enceinte, sachant que les deux, c'est des enfants, hein. Enfin, c'est des collégiens, ils ont 14-15 ans. Ouais, je crois qu'ils ont 15 ans. Donc c'est un peu 14. chaud, ils sont dans des quartiers un peu défavorisés, tout ça. Et donc, est-ce qu'ils vont garder l'enfant ou pas, c'est la question. Autour de ça, il y a aussi pas mal d'histoires de gangs, de trafic, un peu de drogue. Djibril, malgré lui, il est entraîné dans ce milieu-là, empli de haine et de violence. Et une malheureuse histoire va faire qu'il va atterrir en prison. Et du coup, le film est découpé en deux parties, puisqu'on les suit... il dure 2 heures le film, et à peu près la première heure, c'est eux quand ils sont enfants, au collège, tout ça. Et jusqu'à ce que Djibril soit arrêté et qu'il aille en prison. Et après, je crois c'est 12 ans plus tard. Donc il a bien grandi, je crois il doit avoir 26, 30 ans, un truc comme ça. Il sort de prison pour revenir dans son quartier et découvrir comment les choses ont évolué pendant son absence. Je te laisse évoquer le film dans un premier temps. Alors ce film, du coup, je connaissais pas d'autres films et tout. C'est après sur le retour, on a vu Sherazade, du coup son premier film, qui pareil parle d'une histoire d'amour dans les quartiers de Marseille, voilà. Et du coup, bref, ce film-là, déjà grosse surprise, je m'attendais pas. En fait, ça va mélanger justement ces histoires très crues, très humaines et très violentes des guerres un peu de clans, genre de quartiers. C'est souvent lié justement à une histoire de drogue, tout ça, qui va avoir le plus de clients, de marchandises, il y a toujours des règlements de compte, tout ça. Donc ça suit ça, et ça va mélanger, ça c'était très surprenant, justement une histoire un peu fantastique, avec des espèces de métaphores de... En gros, il y a des espèces de grillons qui vont envahir la ville après, et même une espèce de... comme le Messie, genre... je sais pas comment dire, mais en gros, t'as le personnage principal qui croit avoir des dons à un moment, et il croit être le sauveur et tout, il a un peu des visions comme quoi cet enfant, du coup, qui est né des deux clans, des deux quartiers ennemis, qui, du coup, l'enfant va être le sauveur pour résoudre cette guerre, quoi. Et ça part vraiment un peu en fantastique, perché et poétique, surtout très poétique, et j'adore ce genre de truc qui mélange ces deux trucs bizarres, un peu genre très crus et en même temps totalement imaginaire et fantastique. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. C'est aussi assez violent et j'ai bien aimé. Souvent j'aime pas du tout les films qui font ça où on les suit jeunes puis genre 12 ans après, genre souvent j'ai du mal, et là je sais pas, ça passe très bien. Et ouais, on suit du coup l'aventure au début des deux jeunes. Et surtout, pour moi, la plus grande partie, c'est surtout le père qui va essayer de renouer les liens avec sa fille. Et qui au début forcément ne l'aime pas parce qu'elle ne le connaît pas. Et pendant tout ce temps, lui, était en prison. Et elle, je crois qu'elle doit avoir 14-15 ans, 16 ans peut-être. Et donc ils essayent de renouer... le père essaye de renouer ses liens avec sa fille. Et lui, surtout, lui transmettre le fait qu'elle aussi, elle a un don de guérir les gens. Et c'est elle, ça va être elle la sauveuse de cette guerre. Voilà. Donc grosse surprise, la fin est sublime, il y a des plans vraiment magnifiques. Pareil, l'image était très belle, très jaune, orangée, vraiment très très jolie et très violente surtout. À un moment, ça tire sur des enfants et tu t'y attends vraiment pas, genre, et les bruits de tir sont très violents, enfin très secs, très froids. C'est quelque chose. Franchement, je conseille 100%. Effectivement, tu parlais du premier film de Jean-Bernard Marlin, Sherazade, sorti en 2018, qui était lui aussi passé par Cannes, la semaine de la critique, et que du coup, moi j'avais essayé de le regarder, j'avais eu du mal,
Si vous aimez pas les accents marseillais, faut pas regarder ces films parce que ça n'est rempli, même au niveau des expressions et tout. Mais justement, je trouve qu'il y a un certain charme, presque un autre langage qui est parlé. Il suit beaucoup, du coup, souvent des personnages jeunes, type adolescents ou qui entrent tout juste dans l'âge adulte, issus de quartiers un petit peu difficiles, on peut dire. Et ouais, souvent des personnages marginaux dans leurs actes. Parce que dans le premier film, chez Sherazade, c'est quand même un gamin qui va devenir le proxénète de sa copine qui est mineure et qui se livre à de la prostitution dans les rues de Marseille, quoi. Ouais. Donc sur le papier, ça paraît hyper dur et tout. Après, lui, il arrive à y mettre quand même assez de poésie dans tous ces univers violents. C'est ça qui est assez formidable. Et donc, Salem, donc c'est véritablement le premier film qu'on découvre de lui. Et moi, j'étais assez intrigué et captivé par l'histoire de ce Roméo et Juliette, revisité niveau quartier nord de Marseille. Du coup, j'ai pensé que tout le film allait être ça, et j'étais très surpris quand il y a une césure au milieu, et que finalement on les suit bien plus tard. Et après, on est plus du côté du coup de Djibril que de Camilla. Bon, ça, je trouve un peu dommage, mais en fait, tout le long du film, il y avait un peu des montagnes russes où il y avait des moments où ça baissait, et puis après ça remontait. J'étais en mode non, mais quand même, en fait, la descente, elle servait à quelque chose. Donc, je trouvais que le film était assez protéiforme, comme tu as évoqué. Ça part d'un espèce de truc de romance au milieu de guerre, de gang un petit peu. Et puis ça part sur un truc de prison, mais en fait il sort de prison, puis on dirait il a été touché par la grâce de Dieu, mais tu sais pas, soit il est fou, soit il a vraiment des pouvoirs divins. Et il y a toute cette symbolique de la... je sais pas, c'est un grillon, c'est une cigale, non, c'est un grillon. Ouais, un grillon. Ou une sauterelle africaine, son pote qui lui disait, il y a un peu tout ça, il y a du oui. mysticisme qui vient s'insinuer petit à petit dans le film, pour un final incroyable, niveau, moi je pense, ces nuages qui viennent assombrir le ciel, et niveau un petit peu post-apocalyptique, ou fin du monde, on est beaucoup plus proche de notre truc, je trouve vraiment visuellement époustouflant dans ce film-là que dans Acide, par exemple, dont on a parlé avant, tu vois. Ouais, clairement. Et non, j'ai beaucoup aimé la photographie aussi, donc je pense qu'il y a du grain, c'est pellicule, et il y a un truc au niveau des lumières, la lumière est assez douce, qui a fait des contours qui vient entourer les personnages, notamment pendant les scènes de nuit, où au début on ressent un petit peu cette idée de chaleur avec des teintes très chaudes, jaune, orangé sur la peau des personnages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ça, tout cet univers-là. Pareil que toi, j'ai trouvé assez violent quand même dans les thématiques abordées, et la violence représentée, les personnes visées par cette violence. Et puis ouais, je pense que tous les deux on est d'accord pour dire que c'était notre coup de cœur de ce Cannes, des films en tout cas qu'on a pu découvrir, c'était celui qu'on a préféré. Tout à fait, ouais. Moi, j'avais noté quelques références par rapport au film. Ça me fait penser à Gagarine, qui était pareil, pour le côté en fait film cinéma de genre français. Gagarine qui aussi se passe dans une cité qui va être démolie, où il y a un garçon qui se rêve astronaute, et à la fin, je dis pas pour pas spoiler, mais c'est assez incroyable. J'ai pensé aussi aux 5 Diables de Léa Mysius, pour le côté film français qui dérive vers du fantastique petit à petit. Roméo et Juliette, évidemment. Le jeune imam, pour justement ce personnage qui va être investi presque d'une mission. Il se voit comme un prophète, en fait, comme tu l'as déjà évoqué. Il y a aussi pas mal de trucs qui font penser à toutes ces histoires religieuses, bibliques ou tragédies grecques, puisque le sort du personnage semble scellé, il semble maudit, ou voilà, investi d'une mission. Oui, clairement, il a une vie de merde, le jeune acteur. Mais j'ai aussi pensé du coup à La Nuée pour la fin. Ouais, voilà, si vous avez vu La Nuée. Tout à fait, ouais. Et au niveau des musiques qui sont assez bien dans l'ensemble, les musiques non originales utilisées, j'ai pensé... Enfin, je me suis souvenu, il y avait une musique, je crois, qui est dans le thème de True Romance, à un moment, mais aussi à la fin, il y a la musique utilisée dans Tree of Life, le thème classique qui est aussi utilisé dans sa bande-annonce. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, le plan de fin, si c'est bien ça, voilà. Ouais. Non, franchement, gros coup de cœur. Je pense que, je sais pas quand il sort, je pense que j'irai le revoir peut-être. Ouais, moi je suis chaud pour de le revoir me aussi. faire un second avis, mais vraiment très 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 cool d'avoir vu ce film, très content. Ouais, ça mélange. Moi, c'est vraiment le côté poétique qui, je sais pas, c'est époustouflant, il mélange tout, et c'est... En fait, Sherazade, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs quand même entre les deux, mais ça
Salem, là, c'est la même thématique, mais avec beaucoup plus travaillé, avec des tragédies grecques, tout ça, de la poésie, de la métaphore, de la personnification, enfin, tout en mieux, quoi. Enfin, genre vraiment. Après, Sherazade est magnifique aussi, mais c'est beaucoup plus cru, plus terre à terre, il n'y a pas vraiment de poésie ni rien, quoi. C'est beaucoup plus réaliste. Alors que celui-là, il te laisse rêver, il y a de l'espoir un peu. C'est magnifique. On peut passer à l'avant-dernier film de ce dernier jour, Hypnotic de Robert Rodriguez. Are you familiar with the concept of hypnotics? Hypnotics. Hypnotics have the ability to influence the brain, sound, voice, Need a light? locking eyes. Hypnotics use them to make you see a version of the world that doesn't exist. Alors, Hypnotic est le nouveau film du cinéaste américain Robert Rodriguez d'origine mexicaine. Robert Rodriguez, c'est un cinéaste que j'aime particulièrement, mais depuis, je dirais, les années 2010, je suis plus trop exactement ce qu'il fait et je suis beaucoup moins fan de son style. Moi, c'est surtout ces films qui l'ont fait connaître au début des années 90 avec sa saga du mariachi, Desperado et compagnie. Il y a eu également pas mal de collaborations avec Tarantino, que ce soit pour le diptyque Grindhouse Planète Terreur en 2007, ou bien Une nuit en enfer en 96, pour lequel Tarantino joue dedans, a écrit le scénario et c'est lui qui réalise. Ils avaient aussi participé ensemble au film à sketch Four Rooms. Et puis après, Rodriguez était également Sin City en 2005, qui était une merveilleuse adaptation du roman graphique de Frank Miller. Mais dernièrement, j'avoue que j'ai pas vu tous ces films et j'ai été beaucoup moins fan de Alita Battle Angel et j'ai pas vu ses derniers films. Il avait fait un pour, je crois son premier film il avait fait avec un tout petit budget, genre 3000 ou 5000 dollars et je crois c'était soit le dernier festival de Cannes, soit celui d'avant encore. Il avait réitéré l'expérience en faisant un film pour le même budget pour voir si c'était possible ou quoi. En fait, c'est un mec vraiment, dans les making-of, il est super intéressant, c'est un mec de la débrouillardise et tout. Mais par contre, là, tu sens que du coup, avec Hypnotic, ce nouveau film, qui est un thriller d'action, espionnage, avec Ben Affleck en tête d'affiche, on dirait vraiment un film qui pourrait... Je sais pas s'il va sortir au cinéma, peut-être, mais ça pourrait être un film qui sort directement en DTV, quoi, en DVD ou en VOD. Tu sens qu'il a fait ce film parce qu'il a besoin d'argent pour manger ou pour financer d'autres projets derrière qui lui tiennent peut-être plus à cœur. Mais voilà quoi. Pour résumer l'intrigue rapidement, en fait du coup on suit l'histoire de Ben Affleck qui va se retrouver au cœur d'un complot ou d'une machination. Et notamment, en fait c'est un flic, ah oui voilà c'est ça l'histoire. C'est un flic qui a perdu sa fille. Là c'est difficile de se souvenir. Donc sa fille a disparu. On sait pas si elle s'est fait enlever, s'est fait kidnapper, si elle est morte. Et lui, il est désespérément à sa recherche, mais pendant ce temps, il fait son travail de flic. Et il va se retrouver aux prises avec un mec qui semble avoir des pouvoirs psychiques et contrôler les gens en les hypnotisant. Enfin, au début, ils ne savent pas trop, même si nous, en tant que spectateurs, on comprend assez vite. Lui, il a toujours 2 trains de retard, c'est trop bizarre. Mais en gros, après, on lui apprend que ce mec-là serait un hypnotic guy ou un truc comme ça. En gros, il aurait des capacités cognitives hors du commun qui font que il peut dire quelque chose à quelqu'un et ça va un petit peu directement l'hypnotiser et il va forcer les gens à faire des choses qu'ils veulent pas. Ça, c'est le point de départ. Je te laisse dérouler sur ce film. Voilà quoi. Enfin, l'idée est pas mal, hein. En vrai, l'idée est pas mal. Genre en mode, des méchants qui hypnotisent les gens et tout. Ok. Dans Umbrella Academy, il y a un personnage comme ça, avec sa voix, elle maîtrise les gens, tout ça. Mais bon, là, comme on va sûrement le redire tout à l'heure, ça fait vraiment Christopher Nolan du pauvre, genre du Wish, genre vraiment. Et parce que ça se voit qu'il y a plein d'idées, on dirait un mélange de Tenet, de Inception surtout. Enfin, surtout Inception de fou, il y a même un plan, ça fait directement penser à ça. Et ouais, c'est vraiment... Ah mais vraiment, j'ai passé... Après, au moins, je trouvais qu'il passait vite. Je trouvais qu'il passait assez rapidement, mais bon, vraiment, je me suis fait un peu... Enfin, en fait, ça devenait comique à la fin. Et genre, vraiment, avec Boris, du coup, on se regardait, on rigolait, parce que vraiment, il y a des fois, c'était... Genre, en fait, on essayait de deviner ce qui va se passer. En mode, ah ben là, il va faire ça. Ah ben là, il va sauter du bâtiment. Et c'est... Quasiment tout le temps, on avait juste, quoi. Et même... Enfin, la fin, c'est de pire en pire. C'est genre... tout méta en mode ouais mais en fait tu savais pas que machin nanana, c'est et à la fin du générique il y a une scène en mode ta genre c'est
stop, genre c'est vraiment too much, je trouve. En fait, il y a que des idées sur idées, je trouve ça assez basique et rien du tout de nouveau. Pourtant, l'idée de base pourrait être bien, mais je sais pas, très cliché. Le personnage de Ben Affleck, là, pas du tout attachant, je trouve. Enfin, je sais pas, tout, vraiment, je trouve ça nul. Et surtout qu'on venait de voir, du coup, Salem, qui, franchement, était un très, très, très beau film. Et on passe voir ça, vraiment, j'ai l'impression de revenir à voir de la daube, vraiment... Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Après, je respecte quand même comment ça a été fait, voilà, ok. L'idée, c'est super, mais vraiment, le film, en tant que tel, c'était vraiment une comédie, quoi. Même les gens dans la salle se sont barrés, et il y en a beaucoup qui se sont barrés. Et j'avoue que c'était pas un film incroyable, quoi. Clairement... c'est un film qui pourrait peut-être faire plaisir aux jeunes ados qui aiment bien, genre, type Marvel, tout ça, ou ce genre de film. Mais moi, c'était totalement pas ma tasse de thé. C'est vrai que c'était le nanar dont le festival de Cannes avait besoin cette année. D'ailleurs, il était présenté en séance hors compétition, séance de minuit. C'était la dernière séance de minuit, l'avant-dernier soir. Je me demande vraiment comment était l'ambiance avec tous ces gens en robe de soirée et smoking dans le Grand Théâtre Lumière quand ils ont vu cette bouse. Parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, c'est vraiment le cliché du film d'action américain peu subtil qui met les gros sabots partout, prévisible as fuck, qui à la fin te balance tous les twists, plein de retournements de situation, plus improbables les uns que les autres. Comme si t'avais pas compris, genre... Non, mais surtout pour essayer de te surprendre, mais t'as rien à foutre, t'as déjà décroché depuis le début. Effectivement, comme t'as dit, c'est un peu un Inception Wish, qui va même jusqu'à plagier certains des plans du film de Nolan avec, vous savez, ce décor qui se retourne dans tous les sens quand tu modifies un peu l'aspect de la ville. Parce que là, c'est les personnages, vu que c'est un peu un monde mental ou psychique, tu peux jouer comme tu veux sur le monde autour de toi. Donc là, ils refont un peu ça, mais encore plus cheap, puisqu'ils font des effets de vaguelettes tremblotantes dans l'arrière-plan. Non, c'est vraiment pas joli du tout. Pareil, Ben Affleck, je pense qu'il avait besoin de manger, du coup il a pris la merde qui arrivait et voilà. Vraiment, c'est assez décevant, mais d'un autre côté, je m'attendais à ce que ce soit pas ouf parce que connaissant la carrière qu'a pris Robert Rodriguez ces derniers temps, je pense que le bonhomme est plus trop au niveau de ce qui faisait ses heures de gloire au début, malheureusement. Et donc là, c'était le film qu'on avait besoin un peu pour décompresser, mais quand même, je m'attendais quand même à un divertissement un peu plus de qualité, et là j'avoue que c'était éclaté, c'était vraiment très bizarre de passer de films quand même qui proposent quelque chose à une merde pareille, quoi. Ouais, en fait tous, tu vois, il y en a certains j'ai un peu moins aimé, mais quand même ils proposaient quelque chose et genre tu vois l'intention, tu vois un truc. Là c'était juste, on subissait, quoi, genre vraiment on était là, bon, quand est-ce que ça finit? Et après j'ai aimé regarder cette séance avec toi parce qu'au moins on a pu en plus on était tout au fond et tout, on dérangeait pas, mais genre on rigolait ou alors on chuchotait des trucs. Et après au moins là dans ce film tu t'endors pas, quoi, parce qu'il y a toujours plein de trucs et tout. Mais ouais, c'était vraiment nanar, quoi. Après vraiment ça te fait rire du coup un moment en mode non mais stop, genre en fait c'est jusqu'à quel point ils vont forcer le truc de film cliché, enfin voilà, donc bon, pas fou. Il est temps d'aborder enfin le dernier film du Festival de Cannes que nous avons eu la chance de découvrir en avant-première, et pas des moindres puisqu'il s'agit du dernier film du studio Pixar, Élémentaire. This shop is dream of our family. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. What the? The pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Élémentaire, donc, est le dernier film du studio Pixar Animation, réalisé par Peterson. Et donc, il était présenté, c'était vraiment le film qui a clôturé le Festival de Cannes. On a eu la chance, la veille, d'obtenir des billets pour aller le voir. Donc, on s'est mis sur notre 31 et nous avons pu, cette fois-ci, fouler le tapis rouge. C'était une soirée assez magique. Nous avons même pu avoir la chance d'avoir l'instant immortalisé par un photographe professionnel présent sur les lieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Concernant le film, de quoi nous parle donc ce nouveau film de Pixar, Élémentaire, ou Elemental en anglais? Eh bien, pour la faire simple, c'est un monde où il n'y a pas d'êtres humains, il n'y a pas d'animaux qui parlent, il n'y a pas tout ça. Il y a des éléments. En fait, les personnes sont soit du feu, de l'eau, du bois, de la terre, de la poussière, voilà, tout ce qui est un petit peu les éléments, vous voyez le truc.
Et du coup, ils vivent tous ensemble, notamment dans une énorme mégalopole qui s'appelle Elemental City, je crois. Elementaire City. Ouais, je crois. Mais ils doivent certains cohabiter ensemble parce que par exemple l'eau et le feu ça fait pas bon ménage ensemble quoi. Et donc on va suivre en fait l'histoire. Alors j'ai plus les titres parce que c'était en VO, mais en VF c'est doublé. Donc c'est l'histoire, en gros c'est l'histoire d'amour entre une flamme et un mec en eau. Et du coup en français elle s'appelle Flamme et lui s'appelle Flack. En VO, c'était autre chose, je crois, c'était Amber et je sais plus. Flake. Lui aussi, c'était Flake. Flake. Je suis pas sûr. Non. Ah non, c'était le sous-titre mais je crois que c'était des noms anglais, rien à voir avec un jeu de mots comme on sait bien en faire en France. Et ils sont doublés en français par Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste, qui étaient présents dans la salle. Pas très loin de nous au niveau des rangs, donc on a pu leur faire un petit coucou. Yeah, même nous, on était bien placés. Hein. Ouais, franchement, pas mal. Stylé. Et voilà, du coup, le film, en fait, on va suivre l'histoire de Flamme, donc qui vient d'une famille du feu, qui sont installés un peu en périphérie de la ville, et qui va tomber en amour avec un mec issu de quartiers plus huppés. Mais en fait, ça va être leur histoire d'amour, mais le fait que est-ce que le feu et l'eau peuvent être compatibles, c'est la question à laquelle tu vas essayer de répondre, Easy. Alors, déjà, moi, j'aimerais rectifier quelque chose. Pour moi, la ville, là, Elemental City, c'est une ville, on dirait un peu une ville assez riche où t'as l'eau qui domine, tu vois. C'est une ville aquatique où t'as principalement des populations d'eau, tu vois. On peut voir à un moment que, justement, le pays... En gros, chacun avait un peu leur pays en fonction des éléments. Et puis, comme dans la vie, hein, mondialisation, tout ça, tout se mélange. Et aussi, on voit la population du feu qui vient du coup d'un endroit spécifique et qui ont été attaqués ou je sais plus quoi, mais du coup ça a été vachement saccagé et ils ont dû partir et c'est pour ça qu'en gros c'est l'immigration totalement, qu'ils immigrent vers cette ville d'eau, principalement d'eau, et on voit un peu qu'ils construisent d'année en année le quartier qui va devenir le quartier pour les feux. Et c'est comme ça qu'après, il y a plus de mixité encore avec tous les éléments. Mais essentiellement, c'est une ville d'eau, comme on pourrait dire une ville dominante de population blanche, tu vois. Et t'as par exemple des Irlandais ou d'autres personnes qui vont arriver en tant que migrants et s'installer là parce qu'ils devaient fuir leur pays. Donc voilà. Et donc après, j'aimais bien moi l'histoire des éléments et tout. J'aurais peut-être aimé voir encore plus de trucs drôles, genre par exemple t'as un mur très fin mais ils peuvent tous passer à travers parce qu'ils ont pas d'os, ils sont totalement détachés et tout. J'aimais bien ce côté-là. Et du coup oui, t'as la terre, le feu, l'eau et le nuage, l'air. C'est pas la poussière ou quoi comme ça dit. Non mais il y a d'autres éléments, il y a pas que ça. Ah ouais, t'es sûr? Oui. Il y a la poussière. Je sais pas s'il y a la poussière. Mais non, pour moi il y a 4 éléments, ces fameux 4 éléments, air, eau, terre. Bah oui, mais il y a le bois aussi, enfin il y a. Ça c'est la terre. Mais non, il y a des gens en terre, il y a des gens en pierre, il y a des gens en bois, c'est ça que je veux dire. Ah, ok. Il n'y a pas que 4 types de population. C'est tout ce qui est, on va dire, un élément naturel. Oui, ok. C'est ça que je veux dire. Enfin, il y a les éclairs, tu vois, il y a des gens, c'est des nuages, et d'autres, c'est de la fumée, c'est autre chose, tu vois. Ok, ouais. Mais bref, moi j'aimais bien ce côté-là de plusieurs populations. Après, je m'attendais à que ce soit peut-être plus... je sais pas, original niveau de l'idée. J'avais bien aimé la bande-annonce et je pensais que le rôle de Flamme, là, la fille, était plus important, plus stylé, plus badass. Je sais pas, je m'attendais peut-être à un truc mieux, mais j'ai pas été déçu non plus. C'était un bon moment, c'était sympa, comme Disney, quoi. Mais je m'en souviens plus trop. Comme Pixar. Voilà. Mais je m'en souviens plus trop. Bah ouais, un Pixar, pour moi, ça déçoit jamais. Je suis toujours moyennement... Enfin, je suis toujours très satisfait d'un Pixar plus qu'un Disney en général. Même les Pixar que je pourrais trouver mineurs, ils sont toujours plus intéressants. Bah là, lui, je le mettrais dans cette catégorie. C'est un Pixar mineur, c'est-à-dire que c'est une histoire simple, comprise de tout le monde, mais qui va pas transcender non plus comme pouvait le faire... Soul, ouais. Incroyable ce film. Bon, il y a d'autres Pixar aussi, mais... ouais, là, le message, c'est genre, aimez-vous les uns les autres, même si vous êtes différents, quoi. Et c'est un petit peu pareil, un truc de Roméo et Juliette, puisque le feu et l'eau, 2 éléments contraires qui vont finir par peut-être réussir à se mettre ensemble. Il n'y a pas vraiment de tension en mode non, t'es du feu, c'est de l'eau. Enfin, un petit peu. Il y a un petit peu un truc, bah non, vous n'êtes pas compatibles, tout ça. Parce qu'en fait, quand ils s'approchent, bah, l'eau va éteindre le feu et le feu peut faire
évaporer l'eau. Donc voilà, c'est comment arriver à se construire une relation malgré les différences de chacun, quoi. Même si entre deux ça va, c'est plus au niveau des familles des fois, comment tu fais accepter la différence à l'autre et tout. Message universel encore une fois, mais voilà, c'est pas un Pixar des plus incroyables. Pareil, mais c'est pas grave, ces quoi. dernières années, ça fait longtemps je trouve qu'ils ont pas fait un Pixar qui a vraiment transcendé tout le monde. Ça peut-être aussi à cause de Disney+, qui maintenant sort pas mal de leurs films directement sur la plateforme, alors qu'avant au cinéma c'était un peu l'événement et tout. Voilà. Ouais, et aussi je critiquais un peu Élémentaire, ce qui était dommage, c'est que dans tous les films, dans tout, il y a un espèce de moment où tout va mal. Et là, le moment où tout va mal, il dure genre 2 secondes. Enfin, je pensais que ça allait peut-être plus catastrophique que ça. Et je sais pas, je trouvais que ce schéma classique, bah, il n'y avait pas ce fameux gros pont sombre. Enfin, ça dure vraiment 2 secondes, quoi. Donc je trouvais ça Il n'y dommage. a pas assez d'entraves dans les péripéties que vivent les personnages, tu veux dire, au niveau du schéma narratif. Bah, c'est toujours un peu lisse, quoi. Genre, Ouais. c'est toujours une ligne droite et t'as quelques petites vagues, mais c'est tout, Alors quoi. que tu devrais avoir une espèce d'énorme chute avant une remontée. Ouais, Forcément, ou il y aura pas- un happy end, ça c'est sûr. T'es dans un Pixar, mais aussi un Pixar, souvent, ça me fait pleurer. Ça va m'apporter les larmes aux yeux où il y a un truc, un moment d'émotion assez fort, une scène en particulier. Là, je dirais que c'est peut-être à la fin le côté acceptation du père envers la fille, tout ça. Par rapport aussi, il y a aussi un truc de transmission, genre une entreprise familiale qui veut lui léguer, mais qu'elle va peut-être partir sur autre chose et qui lui dit bah en fait c'est toi mon cadeau ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. À la rigueur, ce truc-là, et encore peut-être, je sais pas, j'ai pas réussi à me lâcher, ça m'a pas non plus hyper touché, quoi. C'est juste pour ça que je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, mais après, il est bien, hein. Enfin, voilà. Il est quand même bien. Ça se regarde, quoi. Clairement, oui, tu passes un bon moment, c'est marrant, voilà. Et c'est donc ainsi que s'achève notre épisode hors série spécial Festival de Cannes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de l'Ultime Séance. Salut, salut! Bye bye! Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime séance. Eh bah c'était bien de la merde. Ah, moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Putain, il casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Et après, ça se moque de moi. Arrête de te racler la gorge. À la longue. C'est dur à dire. Ouais. C'est très Atmosphérique. Ouais. Je sais. Bah, elle le redit pas. Ouais. Après, Mais on s'est répété. Non, stop, faut qu'on arrête de attends, parler. j'ai juste un dernier truc à dire. Du coup, ça te rentre vraiment l'effet de transe, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça te rentre l'effet de transe. Vers un avenir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu le dis vite, ça fait vers un avenir à Dieu, tu vois. Dieu. Non. Je sais plus du tout, moi j'ai dormi quasiment tout le film. Super. Vas-y, détruis ton micro. Toi, tu sais faire des intros, toi. Je croyais que tu voulais pas le dire. Mais si, on peut le dire. Mais j'ai oublié de le dire. Comment il s'appelle? C'est pas Grégoire? Michel, je peux me fumer une clope? T'es sérieux là? Ok. Quoi? Toi, t'avais dit que t'avais bien aimé. Ça fait 1h03. Ouh là là. Play. Tu peux arrêter là? C'est dégueulasse ce que tu fais. Mais il y a un bout de tomate qui est coincé. Action. Nous avons même pu avoir la chance d'avoir l'instant d'avoir. Nous avons. En VO, c'était autre chose. Je crois qu'il y avait M. VO. Ta gueule.
Et on peut voir un moment que, en gros, Oh putain. Pardon. Tu fais quoi là? Salut les amis. Salut les cocos. Je coupe. Attends.